Bonsoir à tous et merci d'être présents pour cette seconde édition du Premier Cercle. Ce soir, donc, c'est Loïc Chéniaud que je vais présenter. Loïc Chéniaud est professeur de philosophie, je dirais même que c'est un philosophe, parce qu'il est un philosophe politique, de philosophie politique. Il a écrit de nombreux ouvrages. Le dernier, c'est Pourquoi je suis communiste, aux éditions Delga. Il a aussi parlé des nouveaux fascistes. Et il préconise de devenir des faucons roux. Alors, il nous expliquera tout cela. Il est aussi président de l'Institut de l'Homme Total. Il expliquera aussi quelle est donc la fonction de cet institut. Ça pourrait être aussi peut-être dans les questions après son exposé. Sur le sujet de ce soir, les communistes et l'Union européenne, sujet extrêmement important et intéressant, surtout quand on est un matérialiste dialectique, comme l'est Loïc Chéniaud, à qui je donne la parole. Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Très bien. Parfait, je te remercie Philippe pour la présentation. Je vous remercie à tous d'être là et au passage d'ailleurs, si je peux me permettre, je vous en félicite puisque je suis ravi de voir qu'il y ait des connexions qui peuvent se faire justement entre nos différents groupes, notamment sur la question du Frexit, chose qui malheureusement m'a paru impossible pendant, je peux le dire, des années, notamment entre communistes et gaullistes, etc. Je vais y revenir, donc j'en suis très heureux et quand bien même, à chaque fois, cela peut valoir aux uns et aux autres un certain nombre d'attaques ou en tout cas de dénigrements. Bon, le fait est que je m'en réjouis énormément et que ces connexions-là se font de plus en plus. Alors effectivement, je vais intervenir ce soir sur la question des communistes et de l'UE, ou en tout cas de la construction européenne et peut-être même la construction européenne dans son sens large, hein, au travers du XXe siècle. Alors j'avais précisé d'emblée à Philippe le fait que je n'étais pas historien, hein, donc je ne vais pas vous faire une conférence historique sur les rapports particuliers, décennie après décennie, entre les communistes et cette construction européenne. Je préfère m'atteler à un travail, disons, un peu plus conceptuel, mais qui restera tout aussi accessible, je n'en doute pas. Alors ce que je vous propose, c'est plusieurs axes. Ça va être d'abord, dans un premier temps, de revenir sur les rapports du communisme et à l'internationalisme, justement, puisque le communisme s'inscrit dans une démarche et une pratique, on le verra, qui est d'abord et avant tout internationaliste, qui nous fait, à bien des égards, mécomprendre souvent le rapport des communistes à l'Union européenne. Je vais m'y attarder un petit peu pour mieux revenir sur un volet qui, même si évidemment c'est pas une conférence d'historien, loin de là, toutefois, eh bien, on peut pas, et encore moins en tant que matérialiste dialectique et historique, on peut pas ne pas s'appuyer sur l'histoire, mais revenir sur la chute commune, j'ai envie de dire, du gaulo-communisme, si on peut dire, j'y reviendrai là aussi, avant de s'intéresser aux questions de souveraineté et enfin plus particulièrement de la voie du Frexit, qui nous intéresse ce soir. Alors, première chose, sur les rapports donc du communisme à l'internationalisme, parce qu'il est de bon temps d'entendre tantôt pour faire simple, je reprends le clivage classique pour aller vite, histoire qu'on comprenne un peu la problématique. Disons que à droite, on va dire, hein, même si ce sont des clivages qu'on peut à bien des égards contester, mais on va souvent penser que les communistes sont pour l'Union européenne parce que la plupart sont, dans le pire des cas, des apatrides et donc des internationalistes qui, de toute façon, sont voués finalement à accepter toutes les directives de l'Union européenne de par cette position apatride. Et puis, à gauche aussi, hein, pour quasiment les mêmes raisons, mais sous une autre justification, eh bien, beaucoup de communistes vont se considérer comme constructeurs de cette Union européenne, qu'il va falloir changer, etc. Bon, discours que vous connaissez tout aussi bien que moi. Et justement parce qu'ils vont parer d'internationalisme et de paix, etc. Tout cet ensemble de discours idéologiques qui conduit à gauche comme à droite à considérer finalement les communistes comme étant intimement liés à la question de la construction européenne.
Chose qui, en réalité, est depuis au moins le début du XXe siècle, j'y reviendrai, est complètement faux. Chose qui tend effectivement à être d'autant plus vraie à partir des années 80 et notamment l'eurocommunisme. Et j'y reviendrai, quoique, encore une fois, il y a certains points sur lesquels on peut nuancer. Enfin, il est clair, en tout cas, effectivement, que pour l'heure, ce qu'il reste de communistes au sein notamment du Parti communiste français est intimement pieds et mains lié à bien des égards et pour des raisons la plupart du temps idéologiques à l'Union européenne et à commencer encore une fois par son chef de file actuel qui est Fabien Roussel et qui est un de mes points de désaccord centraux avec Fabien Roussel. Je ferai deux rappels quand même sur la question du communisme, qu'on ait bien ça en tête. La première, c'est une citation de Marx et Engels extraite du Parti communiste qui est là aussi très connue. Lorsque Marx et Engels disent caractérise le communisme, ce n'est pas l'abolition de la propriété en général, mais l'abolition de la propriété bourgeoise. Or, la propriété privée aujourd'hui, la propriété bourgeoise, est la dernière et la plus parfaite expression du mode de production et d'appropriation basé sur des antagonismes de classe, sur l'exploitation des uns par les autres. Pourquoi je reviens rapidement là-dessus, qu'on soit d'accord sur ce qu'on met derrière communisme, rapidement, je consacre simplement 2 petites minutes. Ça pour rappeler qu'effectivement, la question de la propriété est centrale dans la question du communisme, mais cette distinction est importante. Propriété bourgeoise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, aucun communiste, contrairement à ce que l'idéologie raconte, ne veut partager, ne propose une mise en commun de la propriété dite d'usage. C'est-à-dire ça, n'importe qui continue de disposer de sa maison, et parfois même d'ailleurs bien plus dans le socialisme qu'on dit réel, par rapport au capitalisme où en fait vous remboursez votre maison indéfiniment toute votre vie, et en fait elle appartient presque plus à la banque qu'à vous. Donc personne va s'emparer des maisons, de la propriété d'usage, quelque chose dont vous vous servez, de vos chaussures, et pire, dans les pires anathèmes qu'on peut trouver, de votre compagne, de votre conjoint, etc. Bon, évidemment pas, donc il y a cette distinction est décisive. La propriété qu'on récuse, effectivement, c'est celle de l'outil de travail. Donc il sera question ce soir de souveraineté, j'y reviendrai. La souveraineté sur l'outil de travail, elle me paraît décisive aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, la propriété qu'on condamne, c'est celle qui rend possible l'exploitation du travail de l'autre, celle qui est une propriété lucrative qui permet de s'enrichir finalement sans avoir usage de cette propriété, etc. Bon, faut avoir ça en tête. Deuxième chose très importante aussi à avoir en tête, notamment pour ce qui nous intéresse, vous verrez que même si ça peut parfois sembler éloigné des problématiques, en réalité on est en plein dedans. La seule véritable définition que Marx et Engels aussi dans l'idéologie allemande en 1845 donnent du communisme, c'est celle-ci. Ils disent de tête, le communisme n'est pas pour nous ni un État qui doit être créé, d'accord, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler, d'accord. Donc on n'est pas du tout dans le propre justement de l'idéologie, c'est-à-dire on viendrait calquer sur le réel une certaine idée qu'on se fait de ce réel. C'est tout l'inverse, le marxisme. Donc, n'est ni un État qui doit être créé, c'est-à-dire c'est pas quelque chose d'utopique non plus, un non-lieu à faire. Et ils disent bien, nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'État actuel. Les conditions de ce mouvement résultent des prémices actuellement existantes. Bref, le communisme est empirique. Le communisme, c'est quelque chose qui effectivement se constate empiriquement et dont il existe, notamment en France, et j'espère avoir le temps d'en parler un petit peu, notamment dont il existe en France des prémices, d'accord, et qui est en train de se construire, d'accord. C'est pas un mirage utopique auquel on n'accède jamais. Bon, ça c'était pour les rappels sur le communisme. Ça veut dire que le communisme est avant tout quelque chose qu'on met en pratique, qui se structure justement en opposition au capitalisme, dont d'ailleurs l'Union européenne est une entité à part entière. Donc sur les liens avec l'internationalisme, je vous ai dit que l'analyse que je souhaitais faire ce soir et vous proposer était davantage une analyse un peu plus conceptuelle. Première chose qu'il nous faut distinguer, je pense que c'est l'internationalisme, souvent mal compris et souvent décrié, souvent confondu avec le cosmopolitisme, avec le mondialisme, et derrière tout ça, on peut avoir tendance à se dire, eh bien finalement, tout ça se vaut un petit peu, et vous voyez bien, les communistes sont entièrement intégrés à ce discours-là, etc. Or, il faut justement en revenir au sens de tout ça. Il va nous falloir déjà bien distinguer internationalisme, qui, comme son nom l'indique, propose d'être une doctrine qui conçoit les nations, puisque l'internationalisme se produit entre les nations, donc
défaut de nation, c'est compliqué de construire un internationalisme qui ait du sens. L'internationalisme se fonde toujours entre les nations, d'accord? Et qu'il faut distinguer dans ce cas-là, effectivement, de doctrines qu'on retrouve notamment chez certains camarades trotskistes, par exemple, qui serait celui de l'anationalisme, hein, qui serait effectivement une doctrine de refus catégorique des nations. On retrouve d'ailleurs aussi bien plus, non pas chez les communistes, mais bien plus, là encore, dans le capitalisme et dans les promoteurs de la construction européenne, c'est-à-dire un mondialisme et un régionalisme que vous connaissez bien ici et sur lequel je peux m'appuyer. La fonction principale est bien, là, en l'occurrence, l'abolition de la nation, plus encore même de l'État-nation. Donc en réalité, ce faux procès qu'on peut faire au communisme ne tient pas la route, et je vais essayer de vous le démontrer. Qu'il ne s'agit pas du tout pour nous d'être anationalistes, au contraire, il s'agit même de réaffirmer le patriotisme, comme l'ont fait les mouvements communistes et les théoriciens communistes avant d'être, notamment en France, trahis par toute une clique social-démocrate. Et puis, rappelons tout simplement que dans bien des pays socialistes, que ce soit après, on pourrait évidemment, mais encore une fois, là n'est pas le propos ce soir, c'est simplement pour faire quelques rappels, notamment aux personnes qui pourraient l'ignorer ou ne pas l'avoir en tête. Rappelons que ce soit à Cuba ou au Burkina Faso de Thomas Sankara ou dans le Chili d'Allende, eh bien, partout on entendait la patrie ou la mort. D'accord. Ça, c'est un discours qui n'est pas beaucoup tenu ni par les européistes, ni par les capitalistes, et notamment par sa classe dominante, cherche toujours un profit qui soit justement un profit qui n'a que faire des nations et qui cherche toujours à renforcer les régions, et ce qui conduit à l'euro-régionalisme. Ça, c'est le premier temps. Au contraire, l'analyse que font et les marxistes que nous sommes de l'État et notamment de l'État-nation, c'est une analyse que l'on replace dans l'histoire, dans l'analyse historique. Et comme le rappelait très bien un auteur qui nous est cher dans l'institut que je préside et sur lequel je fais actuellement ma thèse de doctorat, qui était Michel Clouscar. Michel Clouscar disait dans un entretien avec l'Évadé, cette citation qui est assez connue dans le milieu, il disait « L'État a été l'instance superstructurale de la répression capitaliste ». Bref, en gros, effectivement, il y a un moment donné dans l'histoire, notamment le 19e siècle, la fin du 19e siècle, où l'État, qu'on qualifiait dans les mouvements socialistes d'État bourgeois notamment, était bien une instance qui servait les intérêts d'une classe capitaliste particulière. Et nous ne devons pas rester fixés sur ces notions, puisque, comme le souligne encore Clouscar, il dit c'est pourquoi Marx le dénonce, et a raison à mon sens, on peut discuter, mais une fois il s'agit ici de replacer un peu le problème. Aujourd'hui, dit Clouscar, avec la mondialisation notamment, le renversement est total, alors que l'État-nation a pu être, la période que je vous signalais, le moyen d'oppression d'une classe par une autre, avec notamment ces appareils d'État répressifs qui permettaient justement d'asseoir la domination d'une classe sur les ouvriers qu'elle exploitait. Il devient, cet État-nation, le moyen de résister à la mondialisation. C'est un jeu dialectique, souligne Clouscar. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis, il s'est passé des choses, et encore une fois, on ne peut pas réfléchir de manière fixiste sur ces concepts et considérer l'État-nation comme une entité abstraite qui ne bougerait pas au fil du temps, au fil de l'histoire. Au contraire, il nous faut considérer que si à une époque, l'État-nation a été une instance réellement peut-être réactionnaire, c'est-à-dire au service, en tout cas, de la classe dominante et donc de la bourgeoisie, il n'en reste pas moins qu'à l'heure actuelle, et notamment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et l'extension notamment des marchés, la bourgeoisie nationale, avec tous ses appareils répressifs, a plutôt eu tendance à développer un cosmopolitisme apatride. Parce que, effectivement, l'extension nécessaire des marchés conduit la classe capitaliste, notamment à la délocalisation, etc. Autant d'enjeux qui sont déjà analysés par Marx. Marx fait l'analyse d'une nécrologie du capital, en réalité, et pas, c'est la raison pour laquelle il est toujours d'actualité. Vous trouvez dans Marx des concepts comme celui du général intellect, où on a déjà l'ambition d'une intelligence artificielle, on trouve toute une cosmopolitisation du capitalisme, etc. Alors non pas qu'il faille lire Marx à la lettre et comme des dogmatiques, mais en tout cas le discours classique qui nous dit que Marx est dépassé, à bien des égards, il est loin d'être dépassé, contrairement au discours qu'on entend à longueur de temps sur BFM TV, CNews et ailleurs. Donc effectivement, la réalité c'est que
La classe capitaliste, qui elle n'a aucun intérêt particulier à conserver la nation, eh bien, a étendu ses marchés et son expansion, notamment pour essayer effectivement de rendre pas expliquer ici la baisse tendancielle du taux de profit, mais en tout cas de lutter effectivement contre cette baisse tendancielle, c'est-à-dire contre le fait effectivement que chaque fois il va falloir vendre moins cher et face à des concurrents, eh bien produit la décolonisation, la délocalisation, et tout un certain nombre de choses qui font qu'en fait de l'État-nation une entité politique, vouée d'ailleurs par Hegel à bien des égards, qui nous permet justement de lutter contre tout ça. Donc l'État-nation se présente comme le garant de la souveraineté de la souveraineté populaire à bien des égards, et la souveraineté nationale, bien sûr, évidemment aussi. Et donc, à bien des égards, il faut rappeler que dans le manifeste, encore une fois, Marx dit bien que le prolétariat de chaque pays doit en premier lieu conquérir le pouvoir politique, s'ériger en classe dirigeante de la nation et devenir lui-même la nation. D'accord ? Il est encore par là national, dit Marx, quoique ce n'est plus au sens de la bourgeoisie. Là encore, ça signifie que finalement, la classe prolétarienne, et là aussi rapidement, je suis désolé, il faut faire un travail de concept qui est important pour bien comprendre où on veut en venir, mais le prolétariat chez Marx ne désigne pas uniquement la classe ouvrière en bleu de travail, des ouvriers en usine, etc. C'est là encore une fois la fonction d'un concept, c'est-à-dire qu'il comprend déjà l'ensemble des travailleurs salariés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, beaucoup d'ingénieurs, de techniciens, de personnes qui disposent de BTS, etc., sont compris dans le prolétariat chez Marx à bien des égards. Bon, eh bien, cette classe prolétarienne doit se constituer, elle aussi, en nation et commencer la révolution à échelle nationale. Bon, de nombreux discours, même d'autres, au discours par exemple de Gued, de Lafargue à la fin du 19e siècle, qui montre bien aussi que ceux qui se disent internationalistes sont les seuls patriotes. Ils disent qu'ils sont les seuls à rendre compte des conditions agrandies dans lesquelles peuvent et doivent être assurées à l'avenir et la grandeur et la patrie de toutes les patries antagonistes et solidaires. Bon, tout ça pour dire que du coup, ici, c'est aussi en tant que patriote communiste et internationaliste, parce que les deux ne sont pas opposés, que je souhaite m'adresser à vous ce soir. Donc il faut comprendre que effectivement le patriotisme que nous défendons, et qui est le patriotisme défendu par les communistes, encore une fois, au moins jusqu'à Georges Marchais en France, et à bien des égards dans toute la trajectoire communiste réellement, parce qu'on pourrait parler des déviances qu'a connu le Parti communiste, ce patriotisme, il s'oppose à la fois cosmopolitisme de la classe dirigeante, et je vais encore y revenir, même que je l'ai souligné, et puis il s'oppose, alors effectivement, l'enjeu c'est de se mettre d'accord sur les termes, il n'y a pas de dictature des termes, mais pour faciliter le travail de distinction, je l'opposerai à un nationalisme belliqueux, celui qui d'ailleurs croit au sein de l'UE actuellement, et vous êtes aussi au courant que moi, peut-être même plus à ce propos-là, d'accord, qu'on voit ces dernières années au sein de l'UE, on voit que finalement les nationalismes belliqueux se satisfont très bien de cette Union européenne qu'ils prétendaient pourtant parfois combattre, à commencer d'ailleurs, encore une fois, ce n'est pas un scoop, par Madame Le Pen. Donc d'ailleurs c'est très intéressant parce que maintenant on voit bien qu'avec les dernières annonces de Madame Le Pen, pendant des années on nous a dit vous êtes contre l'Union européenne, vous dites comme Le Pen, et bien maintenant au moins ces règles-là, on pourra facilement rétorquer à tous les sociodémocrates castors fiers de faire barrage, qui nous diront qu'ils sont pour l'Union européenne. On va pouvoir enfin, nous aussi, leur dire « Eh bien, vous dites comme Madame Le Pen ». Mieux. Donc, ces nationalismes belliqueux qui croient au sein de l'Union européenne et qui sert, encore une fois, l'intérêt du capital sur deux plans. C'est-à-dire d'abord le plan économique, puisque très souvent, ce nationalisme belliqueux a commencé par, pour prendre un exemple qui nous est proche au moins et qu'on se comprenne tous, du Reagan français, comme se prénommait Jean-Marie Le Pen fièrement, jusqu'à la politique antisociale à l'heure actuelle défendue par Madame Le Pen à bien des égards et contraire aux apparences. J'ai écrit un livre en 2017 qui s'appelait L'imposture présidentielle et qui montrait bien que ceux qui nous font miroiter un programme social chez Marine Le Pen sont complètement aveuglés en réalité. Et puis sur la question raciale, et plus encore ça, notamment chez Orban et compagnie, c'est-à-dire effectivement une lutte interne
à l'Union européenne, mais surtout une lutte interne au sein des nations qui permet justement de pérenniser le capitalisme. Je reviens donc sur ce cosmopolitisme de la classe dirigeante et je tiens à signaler d'emblée qu'effectivement cette question d'ailleurs de la nation et les débats internes au communisme et leur rapport à la nation vaut l'écriture d'un livre récent que j'ai pas encore pu lire, mais dont j'imagine qu'il n'est pas inintéressant parce que j'en ai appris la sortie tout juste vendredi dernier, de Jean Humain Ducange, que vous pouvez très facilement retrouver. Je suis sûr que mon camarade Aurélien va pouvoir vous retrouver un lien. Il y a une conférence à la librairie Tropique qui a été donnée très récemment. Je suis sûr que ce livre-là, effectivement, peut être de qualité, connaissant l'historien qui l'a fait, et qui montre bien qu'en fait, la question nationale, elle a été discutée au sein des groupes communistes depuis tout le temps. Il y a notamment la question entre Staline et Bauer, qui revient énormément, la question du socialisme en un seul pays, par opposition justement au trotskisme, à bien des égards, et dont on a pu voir en réalité, et là-dessus les éditions Delga ont fait le travail, dont on a pu voir en réalité derrière, encore une fois, tous les anathèmes et toute l'idéologie qu'on connaît, et bien une certaine réussite. Et sur ce cosmopolitisme de la classe dirigeante, Lénine déjà, dans un texte important qui s'appelle de 1915, qui s'appelle Du mot d'ordre des États-Unis d'Europe, on a appelé effectivement, j'y reviendrai, à la construction effectivement d'une Europe internationaliste, etc. Lénine mettait déjà en garde contre le fait, et vous allez voir que c'est d'actualité, contre le fait justement que les puissances européennes pourraient être amenées à construire une entité européenne, une entité territoriale européenne, ou un espace européen, à la limite, mais plutôt territorial, délimité, donc d'une construction d'une entité européenne qui assurerait la domination d'une classe sur une autre, en récupérant justement les gouvernants de chaque État-nation au service justement de cette entité supranationale pour la remettre dans les mains du capital. Et Lénine disait à très juste titre, les États-Unis d'Europe sont également possibles comme une entente de capitalistes européens. Dans quel but? Dans le seul but d'étouffer en commun le socialisme en Europe. Et déjà, on voit, avant même la construction européenne qui va naître à l'après-guerre avec Jean Monnet, Robert Schuman, tous ces bons patriotes et bons chrétiens, on voit déjà qu'il est question au sein des communistes du risque naître de la classe dirigeante, justement de constituer au niveau supranational une entité qui préserve ses intérêts contre la nation, contre le prolétariat évidemment. Et Lénine voit déjà d'ailleurs la possibilité d'un marché commun, puisqu'encore une fois, il fait déjà l'analyse d'un capitaliste qui nécessairement, dès la sortie du 19e siècle, est contraint d'étendre ses marchés, de délocaliser, etc. Toutes les critiques aussi sur les questions d'immigration, etc. Il montre bien que l'extension du marché commun va servir à deux choses principales qu'on connaît et qui vont prendre encore plus de sens à l'après-guerre. Le premier, ça va être la gestion d'un colonialisme collectif, en fait. C'est une sorte de colonialisme collectif, c'est-à-dire que les puissances qui vont se réunir sont en grande partie en fait les puissances coloniales, excepté évidemment l'Allemagne et qui à ce moment-là entre pas forcément dans le jeu. Mais du coup, le premier objectif, effectivement, ça va être cette espèce de gestion des colonies, c'est-à-dire une entité économique supranationale qui sert les intérêts de la classe dirigeante et qui finalement finira pilotée comme toujours par les USA à l'après-guerre. Et puis le deuxième volet décisif, d'emblée, ça va être de lutter contre le socialisme en Europe. D'accord, pas le temps de revenir là aussi là-dessus, mais il est question, notamment dans les années 20, dans les années 30, de partis communistes extrêmement puissants au sein notamment de l'Allemagne, etc. Et en réalité, on va déjà voir émerger au niveau supranational des intérêts qui vont venir défendre ceux davantage du fascisme, qui sont des choses qu'on revoit aujourd'hui, évidemment pas de la même manière, qui concordent. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir cette lutte permanente à l'encontre du socialisme, et puis plus tard, évidemment, à l'encontre, plus encore, en tout cas, de l'URSS et de la Grande Peur. On justifiera évidemment toutes les pratiques, à commencer par, évidemment, la constitution de l'OTAN, par la peur du grand méchant rouge. Bon, tout ça, évidemment, en dernière instance, piloté dès l'après-guerre par les États-Unis. Et puis là-dessus, bon,
travail a été fait. Et puis je renvoie aussi à l'excellent livre d'ailleurs de l'historienne communiste Annie Lacroix-Riz, le carcan de l'Union européenne, qui montre bien aussi toutes ces intrications-là. Donc effectivement, d'emblée, la construction européenne, dès lors qu'elle se constitue sur les bases qui sont celles des intérêts de la classe dirigeante, apparaît comme une prison. Alors du coup, la question effectivement d'un repli sur soi est quand même assez intéressante, puisque justement, nous, en tant que communistes, ce que nous disons, c'est non, il ne faut pas sortir de l'Union européenne pour se replier sur nous-mêmes. Il nous faut au contraire sortir de l'Union européenne pour enfin réaffirmer les nations et construire l'internationalisme bien compris. C'est-à-dire basé sur un patriotisme qui rejette à la fois le cosmopolitisme de la classe dirigeante, le nationalisme belliqueux, alors que en réalité, ces deux-là cohabitent très bien au sein de l'Union européenne à l'heure actuelle, qui est en train justement de détruire absolument les nations. Le dernier argument que vous connaissez bien, c'est celui effectivement de cette Union européenne qui nous aurait tant apporté la paix. On sait bien rapidement que la paix n'a jamais existé grâce à l'Union européenne, mais qu'au contraire, elle était d'abord et avant tout le résultat d'un affaiblissement des puissances européennes et puis de la guerre froide, mais surtout que l'UE n'a jamais empêché la guerre, ni en Europe. Bon, alors même si ça ne faisait pas partie de l'Union européenne, on peut penser effectivement aux guerres des Balkans, mais surtout, elle n'a jamais empêché la guerre, encore moins ailleurs où elle l'encourage. Notamment sous couvert de la communauté européenne de défense et du revers de la médaille de l'Union européenne qui est l'OTAN. L'UE, au contraire, même mène une guerre de classe contre les nations et leur population, mais c'est une guerre qui, nous le savons, prend aussi une autre forme, d'accord, qu'on appelle communément soft power de l'autre côté de l'Atlantique, dont on voit bien les intrications à l'heure actuelle. J'ai fait une vidéo récente à ce propos avec le passeport vaccinal, d'accord, où là encore d'ailleurs, par le détour de sophismes bien particulier, on nous laisserait croire qu'être contre le passeport vaccinal serait nécessairement être contre la vaccination, alors qu'au contraire, il faut bien montrer que le passeport vaccinal est un argument défavorable à la vaccination, puisque, encore une fois, c'est être encore plus fiché lorsqu'on sera vacciné. Donc en fait, on est ici dans une affaire de sophisme permanent. Puis il en reste effectivement la question de mais oui, mais il faudrait changer l'UE. À signaler là-dessus, outre l'analyse politique, effectivement, qui tendrait, comme on la connaît, à dire que finalement tous les partis proposent de changer l'UE alors que cela est impossible. Je tiens encore une fois ici à montrer que non seulement changer l'UE est probablement impossible de l'intérieur, mais surtout, il faut encore une fois faire attention à ce que ça signale. Changer, ça veut toujours dire changer pour le même, d'accord ? Je change une roue de ma voiture, c'est toujours pour changer pour une autre roue, pour conserver la même direction, d'accord ? Quand finalement j'en viens à changer quelque chose, eh bien, quand je change de vêtements, si vous voulez, c'est là aussi toujours quelque part pour rester habillé, d'accord ? Alors que la transformation, elle consiste justement à dépasser l'état actuel dans lequel nous nous trouvons, et pas seulement à le reproduire. En réalité, un changement, c'est toujours une reproduction, d'accord ? Alors que transformer, comme le mot le signale, ça veut bien dire aller au-delà de la forme actuelle, d'accord ? Et l'internationalisme, c'est ça. Et s'il faut pour cela, et il est nécessaire de le faire, quitter l'Union européenne, alors, il faut y passer par là pour donner effectivement une autre forme, transcender cette forme actuelle et pas rester sclérosé dans cette forme-là. Par exemple, pour continuer à bien comprendre la distinction, un jeune enfant qui devient adulte, par exemple, connaît de nombreuses transformations. Il modifie sa forme, ou bien sa forme, en tout cas, est modifiée. Disons-le rapidement, je peux changer de partenaire pour qu'un autre vienne occuper une place identique précédent qui ne convient pas ou plus bien, ou bien décider de transformer mon partenaire. Bien que c'est pas les mêmes choses. Changer de partenaire et transformer son partenaire, c'est pas la même chose. Bien là, c'est le même enjeu. Changer pour le même, en réalité, ça n'a pas grand intérêt. Et donc, en réalité, ce qu'il nous faut, c'est articuler nation et internationalisme, et ne pas croire que les deux sont en réalité contradictoires. Encore une fois, il faut avoir une position dialectique et bien comprendre ça. C'est cette position qui, à mon sens, me paraît, à laquelle j'en suis venu, encore une fois, aujourd'hui, et je finirai par quelques points de critique d'ailleurs là-dessus, mais aujourd'hui, effectivement, je suis membre du Parti communiste français, extrêmement critique à l'égard. Voilà, c'est pour des raisons
raisons diverses qui m'ont conduit effectivement, voilà, que je pourrais exposer plus tard lors de l'échange si ça vous intéresse. Mais en tout cas, la position que je tiens n'est pas la position évidemment majoritaire au sein du PC, elle est même extrêmement minoritaire. Mais en tout cas, c'est une position patriote, communiste, internationaliste, qui est pour le rétablissement de la souveraineté nationale et surtout son prolongement, qui est la souveraineté populaire, donc pour une sortie évidemment communiste et progressiste de l'Union européenne. C'est à ce titre-là que je m'adresse à vous. Mais cette trajectoire, encore une fois, est une longue histoire. Et elle a une histoire qui s'inscrit effectivement à la fois dans la trajectoire du communisme, en même temps dans, et ça nous intéresse à bien des égards, je pense, quelque chose qu'on a appelé le gaulo-communisme, et dans la destruction mutuelle du gaulo-communisme. Et donc j'essaie d'y revenir rapidement. Le gaulo-communisme, d'abord, c'est une entité réelle d'un point de vue historique, mais qui n'est pas volontaire. D'accord ? Et ça, il est quand même important de le souligner parce que ça pose un certain nombre de problèmes qu'on retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire que l'entente entre les gaullistes et les communistes, elle a été une entente, disons, de fait, une entente nécessaire. Néanmoins, ça n'a jamais été, disons, une doctrine politique. Ça n'a jamais été un affluent politique et au contraire, c'était plutôt l'existence d'une force en tant que telle, une force d'opposition notamment en vue de la préservation de l'indépendance nationale, mais une force contradictoire, puisque à la fois elle converge contre l'impérialisme, mais elle diverge notamment sur le plan social, et a commencé d'ailleurs par le Conseil national de la résistance. Puis, en réalité, le Conseil national de la résistance connaît, au moment de son application en 1946, de nombreuses divergences qui vont conduire d'ailleurs à la démission de De Gaulle et à l'application du programme de Conseil national de la résistance uniquement par les ministres communistes que sont Maurice Thorez, Ambroise Croizat et Marcel Paul, pardon, j'avais plutôt en tête, et qui sont en fait les ministres communistes qui appliquent le programme du CNR, mais pour le reste, le programme du CNR est bien mis de côté. Alors, et pour autant, eh bien, effectivement, il y a une force majeure qui converge, mais qui ne sont pas à proprement parler des alliés. C'est un problème qu'on retrouve aujourd'hui. On va trouver des points communs, des invariants par lesquels ils convergent, et ça commence notamment, je l'ai dit, par la défense de l'indépendance de la France, qui va être primordiale. Et ça passe donc par une critique féroce à l'encontre notamment de la communauté européenne de défense que Macron n'arrête pas de vouloir nous refiler, et qui sert, d'ailleurs, petite parenthèse, on sait bien à quoi ça sert, et aussi là sur le plan social, c'est-à-dire que ça fait plusieurs années que j'explique que cette communauté européenne de défense et la constitution aussi, parce qu'on ne peut plus vraiment parler de police, mais de milice à l'échelle européenne, serviront effectivement aussi à faire en sorte que le policier roumain ou polonais vienne taper sur l'ouvrier français et inversement lors des mouvements sociaux, parce que de par effectivement des affinités qui seraient moindres du fait justement de différences nationales, on n'aura aucun mal à balancer comme ça des gens qui viendront plus encore produire un certain nombre de répressions à échelle supranationale. Et puis l'autre point commun, effectivement, c'est évidemment la lutte contre la PAC, dont on connaît l'escroquerie. Bon, alors, durant l'enregistrement, et si nous le rediffusons, je devrais s'étendre, mais bon, je sais qu'ici, j'ai pas besoin de m'étendre sur l'escroquerie que représente la PAC, donc j'y reviens pas pour que nos échanges soient quand même plus fructueux. Et on voit bien d'ailleurs que, encore une fois, le patronat ne s'y trompe pas, puisqu'il y a quelques années, quelqu'un comme Denis Kessler, qui était l'ancien numéro 2 du MEDEF, a bien dit que la stratégie, justement, toujours supranationale, était de déconstruire méthodiquement les acquis du CNR. Donc, dans l'histoire du gaulo-communisme, il y a quand même un moment décisif, c'est la chute de l'URSS, 91-92, qui va justement conduire à la destruction de toute structure politique qui pourrait se prétendre réellement sociale, puis à réduire au totalitarisme. J'ai fait plusieurs interventions à ce sujet pour déconstruire effectivement. On pourra en reparler dans les échanges si ça vous intéresse directement, mais je vous renvoie à plusieurs des vidéos que j'ai pu faire. On va parler effectivement d'un concept creux en réalité qui ne désigne rien et qui désigne même l'inverse de ce qu'il prétend combattre, qui va être le totalitarisme, et on va nous dire, c'était le fameux discours d'Yves Montand dans les années 90, vive la crise, parce que sinon, ce sera le communisme. Et donc effectivement, du fait de cette chute de l'URSS, le Parti communiste français va connaître un affaiblissement conséquent.
mais un affaiblissement logique aussi de la ligne, hein, c'est ça qu'on va voir apparaître, de la ligne qu'on disait gaulliste sociale, hein, qui va justement effectivement se vautrer un petit peu dans l'européisme, et on va retrouver effectivement une malheureuse convergence, encore une fois, qui est une convergence de fait, bien que ce soit pas une convergence alliée, entre d'un côté les, disons, les gaullistes et les communistes pour converger vers une sorte d'europhilie acerbe. Et c'est un... Toutefois, néanmoins, il faut quand même constater effectivement que le gaullisme en pâtir. Et ça, c'est important parce que ça va nous montrer que l'internationalisme, c'est une doctrine, oui, mais c'est aussi un rapport de force. Parce que face à ça, eh bien, on voit bien aussi que dans les années 90, je fais rapidement ma parenthèse historique et je reviendrai au problème plus conceptuel après, mais on voit bien que ceux qui incarnent le gaullisme, ils l'incarnent aussi mal qu'à l'heure actuelle les dirigeants communistes incarnent le communisme. Mais bon, du point de vue des forces politiques et de l'aura dont ils disposent, ceux qui incarnent le gaullisme, c'est le parti de Chirac, c'est le RPF, le RPR et puis l'UMP, c'est-à-dire tout cela vont être pour l'Europe des nations. Et on voit bien qu'en dernière instance, l'Europe des nations, elle donne quoi? Elle donne Sarkozy, elle donne le oui à Maastricht, le oui à l'euro, le traité de Lisbonne, etc. Et puis même des personnes qui parfois, à tort, je pense, bon, et je vous ai dit, hein, ça animera le débat, hein, c'est pas pour rien que je le fais, mais comme Philippe Séguin, à mon sens, me paraissent, avec un certain respect politique qu'on peut avoir par ailleurs, m'apparaissent avoir ici effectivement mis la main à la pâte dans le mauvais sens du terme au profit effectivement de ce qu'allait se conduire avec Maastricht, etc. Notamment lorsque Séguin conduit la politique de casse complète des retraites et du régime général de sécurité sociale, qui est une avancée. Quand je parlais de déjà la communiste, je parlais de mouvement réel d'abolition du capital, eh bien nous avons, et les travaux de Bernard Friot l'attestent, dans le régime général de sécurité sociale, la preuve d'un communisme empirique, d'un déjà la communiste, d'un moyen qui est le modèle social français, comme on le dit. Bien, Séguin est quand même celui qui non seulement participe, mais même conduit et orchestre la destruction des retraites, des régimes généraux de sécurité sociale sous Jospin, sous n'importe quoi, sous Juppé. Et à ce titre-là, on peut dire qu'à bien des égards, il est de 6 ans en avance, 6 ans avant le traité de Maastricht, il est déjà en train d'appliquer ce qui deviendra les grandes orientations de politique économique, malheureusement. D'ailleurs, à l'époque, pour voir que le problème est une convergence, Henri Krasuki, et alors secrétaire général de la CGT, ne manquera pas de dire à Séguin qu'il est à la solde et tenu par le capital. Comble, désormais, quand on sait effectivement que la CGT elle-même a rejoint la Confédération européenne des syndicats, malheureusement. Et donc finalement, il faut quand même reconnaître au Parti communiste le fait d'avoir résisté tant bien que mal durant toute cette période jusqu'à au moins la chute de l'URSS, puisqu'il est le seul à dire non à Maastricht, à dire non à l'euro, à dire non à la Constitution européenne, et en tout cas le seul sur des bases réellement sociales et non ethnico-politiques, parce qu'il est vrai effectivement que le Front National va aussi s'y opposer, mais pour des raisons qui sont tout autres. Mais alors, tandis que malheureusement, et en 2002 on le verra bien, que ce soit, alors plus Séguin à ce moment-là, mais en tout cas Pasqua comme héritier effectivement du mouvement gaulliste, etc., vont tous se réunir vers De Villiers et l'Europe des nations. Donc, le résultat de tout ça, c'est quoi? Eh bien, c'est l'euronationalisme d'un côté dont j'ai déjà parlé, qui est l'expression du nationalisme belliqueux qui se marie très bien avec l'européisme, qui est très à la mode, et puis de l'autre, effectivement, l'eurocommunisme. L'eurocommunisme qui déjà né entre la France et l'Italie dans les années 70-80 et qui, par certains égards, incarné notamment par quelqu'un comme Jean Kenapa, a une bonne intention, c'est-à-dire celui de ne plus être complètement affilié à l'URSS. Le problème, c'est que cette non-affiliation à l'URSS va très vite se transformer en une soumission implicite aux États-Unis d'Amérique, tout simplement. Jusqu'à voir, très récemment, notre cher secrétaire national Fabien Roussel vanter le bidenisme révolutionnaire, la découverte chez Biden d'une taxation des riches qui existe déjà en France depuis plus de 70 ans, mais c'est pas grave. Bref. Donc, effectivement, on voit ces deux pseudo-alternatives qui en réalité convergent, l'euronationalisme et l'eurocommunisme, avec
l'Union européenne comme horizon indépassable, alors même que les communistes, notamment de 1947 à 81, étaient bien évidemment opposés à l'Union européenne, hein, et notamment parce qu'ils l'analysaient, bien sûr, comme des choses qui sont d'actualité aujourd'hui, mais comme une mainmise, hein, il suffit de regarder les affiches de l'époque, comme une mainmise des États-Unis d'Amérique par l'entremise aussi du plan Marshall, dont on comprend très bien chez les communistes est en fait un moyen de détruire les conquêtes sociales et d'appuyer l'impérialisme américain sur le territoire français à bien des égards. Et malheureusement, effectivement, la chute de l'URSS et j'ai envie de dire la trahison gaulliste, eh bien, converge vers l'affaiblissement total de ce discours communiste qui, malheureusement, n'a plus pu être entendu et a conduit à faire apparaître la ligne Robert-Hue, Laurent. J'ai envie, malheureusement, même s'il y a quelques changements, d'y ajouter Roussel à l'heure actuelle. Et tout ça avec une gauche Terra Nova, comme on l'appelle. J'ai fait une conférence, là aussi, si ça vous intéresse, sur les dérives postmodernistes des partis de gauche actuels. Bon, bah voilà, c'est à ça qu'on va assister. Bon, ce qu'il faut dire là-dessus, du coup, c'est que l'internationalisme, je le répète, certes, c'est une doctrine, mais l'internationalisme, c'est donc bien aussi un rapport de force, d'accord? Un rapport de force où on voit bien que l'extérieur influence l'intérieur, d'accord? Et la destruction des forces d'indépendance nationale par les USA, hein, c'est-à-dire les gaullistes et les communistes, eh bien, elle a eu lieu notamment du fait de la destruction de l'URSS, qui, avec tous les reproches qu'on peut lui faire, était un garant justement de cette politique nationale qui pouvait être indépendantiste à l'égard notamment des États-Unis d'Amérique, notamment du fait de ce rapport de force. Donc l'internationalisme, encore une fois, c'est pas uniquement une belle idée, c'est aussi quelque chose d'empirique, c'est aussi quelque chose qui a pu exister, qui se doit de réexister, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, dès lors qu'on parle d'alliance qui serait autre que celle de l'Union européenne, tout de suite, c'est dramatique. Et à cet égard, et avec tous les reproches qu'on peut lui faire, c'est simplement pour montrer à quel point c'est quand même quelque chose sur laquelle la classe politique, dirigeante et médiatique se met en garde aussitôt. Dès lors, on voit bien que le revirement de la campagne de Mélenchon en 2017 s'est fait aussi à partir du moment où on a commencé à parler de l'ALBA, d'une potentielle union avec l'Amérique latine. Oh là là, mon Dieu, dès lors qu'on s'associe avec d'autres pays et pour d'autres raisons que ceux voulus par l'Union européenne et son instance capitaliste, alors là, c'est dramatique. D'ailleurs, on nous rejoue la même carte avec la propagande, à l'heure actuelle, la propagande anti-chinoise. Et donc, on nous rejoue la carte du péril jaune communiste, et c'est très intéressant parce qu'encore une fois, l'Union européenne, à cet égard, joue de la même manière sur les deux tableaux. À la fois, on a le péril jaune communiste. Bon, alors, le péril jaune, à l'origine, c'était pas la Chine, mais là, on nous refait le même coup pour légitimer, en fait, la soumission au sein de l'Union européenne à l'Allemagne et au-delà de ça à l'Amérique. Donc on nous fait très peur avec la Chine qui n'a jamais eu dans son histoire et qui n'a pas non plus aujourd'hui de visée impérialiste, contrairement aux Américains. Mais de l'autre côté, ça ne nous pose pas problème, entre guillemets, en tout cas à la classe dirigeante, de vendre les vignobles français à la Chine. Là-dessus, il n'y a pas de problème. D'accord ? Donc en fait, on est sur un double pivot. Encore une fois, on voit bien que finalement, quand il s'agit effectivement de faire les affaires de la classe dirigeante, eh bien, il n'y a pas de problème. Par contre, dès lors que ça peut représenter un modèle alternatif réel, alors à partir de ce moment-là, c'est un vrai problème. Alors, ça me permet de poursuivre et de vous inviter du coup à cette proposition qui est effectivement une proposition, disons, souverainiste, si on peut dire, mais en tout cas d'une souveraineté intégrale. Qu'effectivement, la souveraineté se décompose, à mon sens, en deux entités. Il y a la souveraineté nationale, dont on la garantie et dont je pense ici vous êtes tous de fervents défenseurs. Et puis il y a cette souveraineté nationale issue de la Révolution française, dont il faut rappeler donc effectivement qu'elle est à l'origine le fruit des libéraux, le fruit d'une certaine gauche, de cette gauche libérale progressiste, et qu'elle n'est pas là aussi une entité fasciste, bizarre. Non, effectivement, la souveraineté nationale, c'est une idée de gauche. Elle se décline aussi dans son autre forme, qui est la souveraineté populaire. Et en ce sens, les communistes sont porteurs des deux. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais ici parler d'une souveraineté intégrale. Parce qu'effectivement, rétablir une souveraineté politique, c'est-à-dire une souveraineté qui soit à bien des égards anti-impérialiste, et une souveraineté nationale avec effectivement les pouvoirs, disons, régaliens de l'État, c'est nécessaire. Mais il faut, encore une fois, à mon sens, la souveraineté aussi à loin, et notamment cette souveraineté populaire, des institutions, au sein
de l'organisation de la production, c'est-à-dire la gestion du travail, encore une fois, parce que, à mon sens, c'est un leurre, hein, le souverainisme qui défendrait, encore, ce sera l'occasion de débat, mais un souverainisme qui défendrait un capitalisme à papa, apparaît complètement impossible. Hein. Il est impossible d'être un libéral sur le plan national et d'en appeler en même temps à la sortie de la seule entité territoriale qui permette ce libéralisme et ce capitalisme actuel et qui est l'Union européenne. Donc, en fait, sortir pour reconquérir une souveraineté nationale qui dispenserait d'une souveraineté populaire, c'est-à-dire d'une souveraineté réelle de la population et des acteurs, des travailleurs sur l'organisation de la production, eh bien, c'est laisser croire qu'on pourra faire marche arrière dans l'histoire, revenir à un capitalisme et d'une économie mixte. Et ça, à mon sens, mais on pourra en discuter pour que je puisse prolonger mon exposé, parce qu'il n'y a pas de souci, je peux largement développer sur tout ça. À mon avis, c'est un leurre, d'accord ? C'est la raison pour laquelle le Frexit doit prendre une certaine direction. Ça peut pas être celui d'une substance théologique abstraite. Hein, la substance, c'est ce qui demeure, c'est ce qui reste, d'une belle économie mixte, du c'était mieux avant, parce que tout simplement, le capitalisme, s'il existe dans la forme qu'il existe aujourd'hui, et s'il prend une entité supranationale comme celle de l'Union européenne, c'est parce qu'il a dépassé, il a éclaté les carcans qui étaient ceux de l'État-nation. Hein. Je reviens ici à ma citation de Kluskar de tout à l'heure. Donc, être sur une question de souveraineté nationale sans le prolonger par la souveraineté populaire, à mon avis, ça n'a pas beaucoup de sens. Hein. Donc, il faut poser la question du lendemain du Frexit aussi. Hein. Ça, j'insiste parce que justement, parfois, on a tendance à se dire, c'est même majoritaire dans les groupes qui sont favorables au Frexit, c'est-à-dire faisons le Frexit et puis on verra après. Le problème, c'est que l'histoire et les rapports de force, eux, ne voient pas après et qu'ils existent, encore une fois. Donc, effectivement, que faire rapidement? Que faire de tout ça? Et j'essaie de terminer en 10-12 minutes sur tout ça, même si c'est un peu compliqué. Voir rapidement. Bien, effectivement, ça pose plusieurs problèmes. Et déjà, le premier problème, c'est que la position que je vous présente ce soir, effectivement, et qui est celle que je défends, nous défendons à l'IHT, eh bien, effectivement, elle demeure à l'heure actuelle minoritaire. Mais je ne doute pas parce que je suis un utopiste, et tout simplement parce que c'est un discours qui est trop inaudible, encore une fois, et pas inaudible parce qu'il n'est pas entendable, inaudible parce qu'il n'est pas diffusé. C'est un discours trop inaudible auprès des masses, alors qu'en réalité, il est tout à fait suivi, je pense. Mais l'état politique de la gauche actuelle et des forces prétendument progressistes est catastrophique. Qu'on se retrouve à l'heure actuelle, finalement, avec deux erreurs politiques et stratégiques gauche qui sont à la fois d'un côté, pour prendre à l'échelle européenne deux exemples à chaque fois, on va dire la France Insoumise et le PCF, et par exemple des groupes comme Syriza ou Podemos. De l'autre côté, groupes qui sont à bien des égards des camarades néanmoins, comme le PRCF ou le KKE. Les premiers, LFI, PCF, etc., ont complètement vrillé, ne sont absolument plus dans une démarche qui soit une démarche réellement matérialiste, dialectique et historique. Ils n'ont plus grand-chose de communiste, il faut se le dire. Et en réalité, là, je vous renvoie encore une fois à mes interventions sur le postmodernisme et le postmarxisme, trop m'attarder. En réalité, ils se sont complètement vautrés dans le postmarxisme, dans le populisme, dans le sens théorisé notamment par des théoriciens comme Chantal Mouffe. Ils ont produit un dévoiement total de Gramsci, et donc en fait, ils privilégient totalement la superstructure, c'est-à-dire tout ce qui va se fonder sur des signifiants vides et du socialisme bourgeois. Pour vous prendre quelques exemples rapides et que vous compreniez où je veux en venir, il n'y a plus aucune base, matérielle, que ce soit militante ou réelle en tant qu'acteur au sens du travail, mais on va être dans les slogans, les signifiants vides, c'est quoi? On va théoriser dans le populisme le fait qu'effectivement, il faut essayer de regrouper au travers du discours, et on va parler de révolution citoyenne, ce qui veut rien dire, il n'y a pas moins révolutionnaire que la révolution citoyenne, ou en tout cas, si révolution citoyenne il y a, eh bien, elle a surtout eu lieu, c'était celle de 1789. La révolution citoyenne ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, encore une fois. Citoyen, tout le monde l'est. Bernard Arnault est citoyen, Draghi est citoyen. Voilà, on ne peut pas leur retirer. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'on va mener un rapport de force. Ou bien encore, l'humain d'abord, comme s'il existait des politiques qui étaient contre l'humain. Alors, certes, elles existent. À certains égards, d'ailleurs, les écologistes, parfois, mènent des politiques anti-humaines. Ou bien, effectivement, des politiques fascistes. Enfin, on voit bien que c'est du discours creux, qui sont finalement des discours sociodémocrates, au sens actuel, par exemple à taxer le capital. Or, nous disons,
taxer le capital, c'est le légitimer, puisque taxer le capital, ça nécessite effectivement le capitalisme perdure, se pérennise, et donc qu'il exploite beaucoup, et que sur cette exploitation, il récupère un taux de profit important sur lequel on va pouvoir le taxer, ce qui n'est absolument pas un discours communiste. Encore une fois, on peut être capitaliste, on peut défendre le capital, mais on ne peut pas être à la fois communiste et en même temps vouloir beaucoup d'exploitation capitaliste pour pouvoir beaucoup le taxer, alors qu'il existe en France l'héritage qui est celui de 46 et qui permet justement de se passer tout ça. Bon, des sociodémocrates qui vantent Biden pendant qu'ils sont en train de cracher sur la Chine, qui vantent les mérites de l'UE, qui vantent comme plus grand intellectuel français, pas français, mais plus grand intellectuel du XXe siècle, Solzhenitsyn, bref, qui sont dans l'autophobie permanente en réalité. Puis de l'autre côté, effectivement, on va avoir des parti qui, il faut le dire, au sens même assez noble du terme, c'est pas du tout une attaque, et encore une fois, j'y compte un certain nombre de camarades, mais qui est dans l'archaïsme, d'accord, et qui ont cette fois le monopole de l'infrastructure, qui non-maîtrise, je dirais, des questions esthético-pratiques. Esthétique ici signifie pas uniquement graphisme ou visuel ou communication, etc., même si ça peut s'inclure dedans. Mais j'entends par là porter un certain nombre de valeurs, avoir des représentants qui soient la vitrine de tout ça, avoir certaines pratiques quotidiennes qui font qu'effectivement on épouse aussi un discours politique. Donc, c'est ces deux erreurs, d'ailleurs, qu'à l'IHT, nous essayons de pallier tant bien que mal, en proposant effectivement un communisme comme mouvement réel d'abolition de l'état actuel des choses, en se nourrissant de l'héritage 46, c'est-à-dire d'un communisme qui soit patriotique et internationaliste, et qui en même temps reconnaisse les acquis du communisme en France. Le fait que, par exemple, je m'amuse à dire depuis plusieurs années que nous disposons tous, à peu près, d'une carte du Parti communiste dans notre poche, à savoir la carte de sécurité sociale, puisque la sécurité sociale en France n'est pas une sécurité sociale patronale comme elle peut exister ailleurs. Le régime général de sécurité sociale, c'est une manière différente de produire, c'est une manière différente de reconnaître certaines pratiques de la valeur. C'est 45% au moins, encore à l'heure actuelle, du produit intérieur brut de la France. Bref, c'est une avancée progressiste, massive, et sur laquelle peu de gens, finalement, ont envie de revenir. Donc, encore une fois, il faut être un communiste conséquent. Et moi, je me déclare aujourd'hui communiste, parce que Marx dit bien, un communiste, c'est un matérialiste pratique. Et dans mon dernier livre publié, qui était Pourquoi je suis communiste, ce que j'essaie de montrer justement, c'est le fait que, en réalité, c'est pour des raisons légitimes, rationnelles, que j'en suis venu au communisme, alors qu'à l'origine, j'étais pas forcément familier du communisme, que ce soit pour mon héritage, disons, familial, ou bien et simplement politique, d'accord, qui me tendait d'ailleurs justement plus vers les idées gaullistes, etc. Bon, il y a un moment où il faut rendre compte de tout ça après le travail et se rendre compte qu'effectivement, c'est ce qui nous paraît le plus profitable à l'heure actuelle. Donc, ce que nous proposons, c'est une actualisation du matérialisme dialectique et historique contre ceux qui s'en fourvoient complètement, c'est-à-dire qui ne produisent plus le genre d'analyse que j'ai essayé de vous présenter dans un laps de temps qui, malheureusement, pour je voudrais dire sur tout ça, est assez court ce soir, ou de l'autre, effectivement, un communisme qui serait par là même un marxisme à la lettre, un peu dogmatique, assez archaïque, et qui ne comprennent pas aussi bien les évolutions historiques et qui, par certains aspects, est dogmatique. Et donc, nous, ce que nous proposons, c'est de la formation, de la métapolitique, parce que c'est la forme nouvelle sous laquelle se présente la politique à l'heure actuelle. Revenons-en rapidement dans les 5 minutes qui me restent. Et, si vous avez des questions, je ferai le plaisir d'y répondre, parce qu'effectivement, j'ai essayé d'aller un peu vite. J'avais pas mal de choses à vous dire ce soir. Sur le Frexit, parce qu'effectivement, c'est un vrai problème, puisque ça pose de nouveau le problème de savoir s'il faut une union pour reconquérir la souveraineté nationale, et notamment une union transpartitaire, disons. Alors qu'à mon sens, effectivement, le premier problème que ça pose, c'est que ces unions sacrées, je l'ai dit, du gaulo-communisme, paraissent comme un mythe des égards, et simplement comme des réalités factuelles qui se présentent dans les moments les plus tragiques de l'histoire, finalement, parce que arrive un temps dans l'histoire où, comme le disait Hegel, les bavardages se taisent devant le sérieux de l'histoire, et où finalement, de fait, nous nous retrouvons coude à coude, mais pas parce que nous l'avons voulu, mais parce que ça devient nécessaire. C'est-à-dire ça ne peut pas ne plus être. Nous allons sauvegarder la France et son intérêt. Le deuxième problème qui se pose, à mon sens, effectivement, c'est celle d'un leurre, je l'ai dit, d'un retour au capitalisme d'antan. C'est-à-dire que si c'est une sortie
dont on espère effectivement le retour à un capitalisme industriel, etc., faire fi en réalité du rapport de force et croire qu'il suffira de décréter comme ça cette chose, alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne à mon sens, et qu'on a le même problème ici avec le Frexit, qu'on peut l'avoir, qu'on l'a eu un temps, que ça a été notamment discuté. Là aussi, j'ai fait plusieurs vidéos que vous pouvez retrouver dans la période, notamment de l'automne 2018, si je dis pas de bêtises, à propos notamment du référendum d'initiative citoyenne. J'expliquais à ce moment-là que le référendum d'initiative citoyenne, par exemple, eh bien, est un wagon intéressant du train qu'il faudrait prendre, et que ce n'est pas la locomotive. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'arrivera pas à imposer ça, dans le contexte politique actuel et dans les conditions, dans les règles du jeu qui nous sont imposées par la classe dirigeante. Et que, bon, si c'est un wagon intéressant, la locomotive, c'est le rapport de force, encore une fois. Que si le rapport de force est instauré, eh bien, on peut passer à d'autres types de problèmes, en fait. Soit, nous, entre guillemets, nous avons, pour aller vite, nous avons le pouvoir, et alors ce problème ne se passe plus. Soit, finalement, eh bien, il faut trouver un moyen de faire en sorte d'avoir le pouvoir, mais la classe dirigeante ne cédera pas le pouvoir sous une forme pseudo-démocratique quelconque, et on le voit bien. Donc, ce qu'il faut réinstaurer, c'est cette prise de pouvoir, une prise de pouvoir qui a lieu, à mon sens, encore une fois, non pas d'abord au niveau, je dirais en termes marxistes, superstructural, c'est-à-dire au niveau du discours, au niveau de l'idéologie, même s'il y a un travail absolu à faire et que nous faisons, que nous sommes en train de faire là encore ce soir, mais une prise de pouvoir sur le travail, l'organisation du travail, c'est-à-dire créer une dynamique où finalement les masses soient en capacité de se responsabiliser, en capacité de se conscientiser politiquement, et donc d'opposer à la classe dirigeante un refus catégorique de cette entité supranationale qu'est l'Union européenne, pour faire effectivement au niveau national ensuite faire infléchir tout ça. Donc la question qui se pose, c'est un Frexit. Oui, à mon sens, un Frexit communiste nécessairement, en réalité. Pas parce que, encore une fois, j'agite des vieilles babioles archaïques et que j'ai envie d'un État utopique ou quoi que ce soit, mais parce que il est en réalité ce qui compose la France comme avant-garde historique à bien des égards par les acquis sociaux qu'elle a pu poser dans l'histoire. Et je ne suis pas, encore une fois, un communiste béat sur ces questions-là, et plus encore, je suis bien critique sur mon parti. Et en tout cas, pas une sortie pour une sortie. Donc, en réalité, du coup, la question de ces alliances se pose par nécessité, mais il s'agit du coup de poser la question, certes, d'un programme commun, c'est-à-dire, et surtout la question d'une stratégie derrière, et d'une stratégie qui comprenne les rapports de force, c'est-à-dire effectivement, eh bien, ne pas faire fi du fait que ce ne sera pas si simple que ça. Il est peu probable que même si on arrivait à converger, à faire un Frexit demain, eh bien, l'idée d'après laquelle, une fois que le Frexit sera fait, on pourra faire notre vie tranquille parce qu'on aura retrouvé notre indépendance nationale, à mon avis, c'est un leurre, et un leurre dont on peut tirer un certain nombre d'enseignements à partir justement des pays socialistes qui ont existé de par le monde, et dont on a vu en réalité que sans internationalisme bien compris, sans bloc historique derrière, eh bien, l'impérialisme était américain notamment, et surtout, d'accord, ne manquerait pas effectivement de créer des contentieux qui risqueraient effectivement de conduire à des révolutions colorées en France ou ce genre de choses, et qui mettraient très à mal ce qu'on aurait essayé de constituer, d'autant plus si on se base sur une économie pseudo-mixte et au retour d'un capitalisme qui, à mon avis, m'apparaît complètement infondé. Donc voilà, la raison pour laquelle, effectivement, encore une fois, je défends cette position, c'est parce qu'elle me paraît rationnelle et pas uniquement relevée de l'opinion ou de quelque chose qui me ferait plaisir ou d'un héritage familial que j'aurais simplement envie de défendre. C'est pas ça, c'est parce que c'est, à mon sens, celle qui me paraît la plus plausible, malgré le combat difficile qu'il nous faut mener. Voilà, je vous remercie, et puis je vais être ravi de répondre à vos questions. Eh bien, Loïc Chéniaud, merci beaucoup et félicitations pour avoir tenu à la fois le délai d'une heure, tout en ayant une densité d'informations et de transmission de concepts rarement égalée. J'avoue que cette heure, nous nous sommes régalés. Ça prouve que le matérialisme dialectique reste une pensée à la fois solide et riche. Merci encore. Alors, je voulais préciser quand même une toute petite chose à propos de Philippe Séguin. Il a bien été ministre des Affaires sociales, mais de 1986 à 1988, donc pas dans le gouvernement Juppé, mais dans le premier gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac. Et ceci était donc, ça précédait
son combat contre le traité de Maastricht. Donc, c'est un peu plus logique de le voir quand même comme cela que de le voir après rejoindre un gouvernement Juppé en 97 qui était totalement aux ordres de la Commission européenne. Donc, on peut reprocher en effet à Philippe Séguin le fait d'avoir en effet raboté la sécurité sociale entre 86 et 88, mais on ne peut pas l'accuser de l'avoir fait sur ordre de Bruxelles. Voilà, ça c'est c'est la raison pour laquelle je signalais justement au moment de l'exposé que tout le problème était justement alors c'est peut-être pas la bonne expression, mais pour certains gaullistes d'avoir un peu baissé culotte avant même que l'Union européenne leur impose, ce qui complexifiait justement le rapport de force gaulo-communiste par la suite, parce que s'il n'y a plus de RSS et s'il n'y a plus de gaullistes pour soutenir le communisme, c'est très dur. Nous sommes d'accord. Alors, une autre petite chose, alors il y a plein de questions qui ont été notées et je vais m'en faire le porte-parole, mais je voulais commencer par une question que je voulais vous poser, c'est à propos de l'eurocommunisme de Berlinguer, puisque j'ai l'impression quand même que le ver est rentré dans le fruit dans les années 70 en Italie, au moment du fameux compromis historique entre Berlinguer et Aldo Moro, et au moment où Berlinguer avait même dit que l'Italie n'aurait pas à sortir de l'OTAN, ce qui, pour un communiste à l'époque, dans les années 70, était quelque chose qui était totalement hérétique. Est-ce que l'on peut voir justement aussi si cet eurocommunisme a pu prospérer, c'est parce que dans les années 70, il y avait les Brigades Rouges en Italie, qui étaient une forme de repoussoir, surtout après l'exécution d'Aldo Moro, et cela a permis à cette idéologie eurocommuniste qui n'avait plus beaucoup de communisme dans son contenu, à mon avis, de justifier en fait par le repoussoir que pouvaient être les années de plomb, de dire, ben voilà, au moins, il y a une possibilité de pouvoir amener, cette fois-ci, non pas l'Europe, c'est la paix, mais l'eurocommunisme, c'est la paix intérieure à l'intérieur de l'Italie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est la fin d'une sorte de guerre civile. Et j'ai l'impression qu'au début, parce que c'est quand même en Italie que c'est né, c'est lié à ce refus de la guerre civile. Alors ça, tout à fait. Et comme je l'ai souligné, mais rapidement dans l'intervention, il y a bien une tentative, effectivement, au travers de l'eurocommunisme, et alors en Italie, hein, avec le PCI notamment et Berlinguer, qui est justement de reconfigurer la prise de pouvoir. Il y a deux enjeux. Il y a reconfigurer la manière dont on va prendre le pouvoir et surtout aussi se défaire en partie de la tutelle de l'URSS. Et effectivement, là où le ver est dans le fruit, comme vous le soulignez, et que cette stratégie-là, qui va être à certains égards un peu payante pour l'Italie en 76 notamment, mais qui va conduire effectivement à un délitement complet à terme au niveau européen, en tout cas des partis communistes européens, de la stratégie communiste. Et on va peiner, et c'est la raison pour laquelle dans mon exposé j'ai dit, en voulant se détacher de l'URSS, qui encore une fois à bien des égards peut être une bonne chose, eh bien on va se retrouver sous américaine. Donc en fait, on va juste changer de maître et peut-être qu'on n'aura pas récupéré le meilleur, quoi. Alors, une autre question que pensez-vous des BRICS, et plus particulièrement peut-être plus de la Chine, je pense, en ce qui concerne le contre-modèle par rapport à l'empire occidental, à l'empire américain, à l'empire atlantique en tout cas, pensez-vous que la Chine est un pays communiste? Sur la question effectivement de la Chine communiste, alors nous sommes partisans effectivement du fait de considérer la Chine comme un pays communiste, qui d'ailleurs n'est pas forcément partagé au sein du Parti communiste chinois, qui pose encore une fois l'existence du socialisme et comme le communisme étant à venir à certains égards. Mais nous considérons effectivement encore une fois que
il ne faut pas jouer la carte ce que j'ai essayé de dire dans l'exposé, jouer la carte d'après laquelle le communisme, ce serait, comme le disent Marx et Engels, le communisme n'est pas un État à venir, un projet utopique, quelque chose qui n'a jamais eu lieu et dont on finalement, et qui est aussi l'autophobie communiste qui consiste à dire, et qui est une une très grande méconnaissance de l'historiographie sur les pays, disons, socialistes. On peut confondre les termes à cet égard. Les pays socialistes du XXe siècle, parce qu'on aura tendance à dire oui, le communisme, soit ça n'a jamais fonctionné, soit de toute façon, jamais aucun pays a été socialiste, donc ça viendra après. Mais ça, c'est faux, d'accord? Et encore une fois, bon là, je ne vais pas pouvoir refaire tous les travaux d'historiens compétents sur la question, mais je pense que ce soit les éditions d'Elga ou les éditions critiques ces dernières années, si on a envie d'être sérieux, d'être honnête intellectuellement et de se renseigner correctement, eh bien, on se rendra compte aussi que du nombre de bobards qui ont pu être racontés sur l'URSS. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'avoir une réhabilitation pleine et entière de l'URSS, mais en tout cas, il s'agit de déconstruire les anathèmes idéologiques, hideux, dont on nous rebat sans cesse les oreilles à longueur d'antenne, que ce soit à la radio, à la télévision, dans les manuels scolaires d'histoire, etc., ce qui est vraiment insupportable. Après, toujours la même chose aussi. Le communisme, encore une fois, est empirique en ce sens qu'il n'est pas un modèle à exporter. Et d'ailleurs, sur ça, l'URSS déjà a été très clair, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est le cas de la Chine notamment. Et il y a des particularismes qui sont des particularismes nationaux. Et je pense qu'il y a un communisme français dont j'ai inscrit le sillage notamment dans 46 en France, est une pratique justement je suis désolé, je lis en même temps le salon, ça me perturbe, il faut que j'arrête, qui est effectivement une pratique particulière, question de valeur notamment, et dont on doit reconnaître comme un acquis. C'est-à-dire que le régime général, encore une fois, de la sécurité sociale en France, c'est pas une rustine, c'est pas un truc qu'on a eu tant bien que mal, etc. C'est vraiment une modification complète de la manière de produire, de concevoir ce qu'est produire, de la valeur. Et donc, il y a là les jalons d'un communisme. Ça prend d'autres formes en Chine. Les rapports de force au sein de la Chine sont aussi très particuliers. Mais on voit bien qu'elle fait effectivement encore à l'heure actuelle coexister des formes capitalistes, mais contrairement à ce qu'on peut en dire à bien des égards, celle-ci est très largement justement contrôlée et le pouvoir chinois, au contraire, maintient l'existence d'un socialisme tant du point de vue de l'organisation de la production que du point de vue démocratique aussi. Pareil, hein, la méconnaissance des institutions chinoises est catastrophique, hein, d'accord? On présente les institutions chinoises comme absolument antidémocratiques. On a l'impression que le Parti communiste chinois, qui représente à peu près 80 millions d'adhérents sur la totalité de la population chinoise, qui ne représente pas finalement grand-chose, bon, on nous présente ça effectivement comme ce mastodonte, alors qu'en réalité, bon, c'est beaucoup plus complexe que ça. En tout cas, je pense effectivement que la Chine est au moins permet la résurgence d'un monde multipolaire déjà, et donc d'un internationalisme bien compris tel que je l'ai décrit à plusieurs reprises. Et qu'en ce sens-là, il faut effectivement en faire un allié, et chose qui d'ailleurs, en d'autres temps, encore une fois, De Gaulle avait visiblement compris. Autre question à propos de l'épuisement des ressources naturelles. Qui vont poser des gros problèmes au capitalisme. Et ça va aussi en poser aux économies communistes, puisque basées là aussi sur des ressources matérielles. Comment une économie communiste peut-elle mieux gérer l'épuisement des ressources naturelles? Alors c'est une très longue question à laquelle il y aurait beaucoup de réponses. Tout à l'heure, Aurélien parlait effectivement d'un anarchisme de la production dont parle très bien Engels, en nous rappelant d'abord dans un premier temps que la production capitaliste est une production complètement anarchique. Au mauvais sens du terme, c'est-à-dire complètement chaotique en réalité, parce que les intérêts qui sont poursuivis, encore une fois, sont les seuls intérêts des tenants du capital qui cherchent l'accroissement toujours plus important du profit. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, on n'a aucun pouvoir à l'heure actuelle décisionnaire sur ce qui est produit. C'est comme ça qu'on voit effectivement Amazon qui détruit parce que invendable au prix auquel il souhaiterait que ça vienne. Amazon, toujours pour les mêmes raisons de baisse tendancielle du taux de profit,
Amazon détruit chaque année 3,5 millions d'objets, et notamment une grande partie d'objets numériques. Et là, on n'a aucun pouvoir parce que les seuls à en décider, c'est Jeff Bezos et disons les quelques organisateurs, tout ça. Donc là, on voit bien qu'il y a un vrai problème de gestion de la production. Donc le communisme, par définition, justement, c'est la réorganisation de la production et la réappropriation de la production par les travailleurs. C'est-à-dire, on ne travaille pas dans un but de produire toujours davantage afin d'accumuler toujours plus de profit. Et si ce profit n'est pas en rendez-vous, on vient détruire, on détruit du travail vivant. C'est-à-dire, puis d'ailleurs, on assiste, on pourrait faire une parenthèse qui serait assez longue, mais là aussi, si cette parenthèse-là vous intéresse, j'ai fait plusieurs vidéos d'analyse sur le Covid-19 à ce propos. On voit bien, par exemple, dans le Covid-19, et là aussi, le résultat. En réalité, on nous a dit que on mettait à l'arrêt l'économie pour protéger les individus, alors qu'en fait, on a surtout mis des individus à l'arrêt pour protéger l'économie. Parce que je ne suis pas en train de dire que le Covid-19 est une instrumentalisation abjecte, etc., une quelconque invention, etc. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en tout cas, le Covid-19 s'ajoute à une crise du capital qui était déjà bien présente, qu'il est un excellent prétexte justement pour détruire complètement ce que Marx appelle le travail vivant, c'est-à-dire en gros détruire pour aller vraiment vite, détruire massivement des emplois, quoi. Et ce qui permet par la suite de sortes de politiques modérées, des politiques de relance, etc. C'est-à-dire effectivement, alors que le capitalisme connaît une crise importante, eh bien il s'autodétruit. Vous trouvez évidemment chez Schumpeter plus tard, etc., pour reproduire. Bon, tout ça correspond en fait aux crises importantes du capital, dont on voit en fait que l'anarchie de la production conduit aussi à une anarchie de la consommation, alors qu'encore une fois, le communisme, par définition, et le socialisme, si on les distingue, mais bon, nous, on fait le choix de ne pas les distinguer pour les raisons notamment qu'a pu expliquer Aurélien précédemment, le socialisme ou le communisme, c'est l'organisation de cette production, c'est-à-dire effectivement, pas produire à des fins de profit, mais à des fins d'utilité directe. Donc déjà, c'est la première chose, il faut reconsidérer complètement tout ça. Ensuite, sur la limitation des ressources, qui était une problématique certes importante, mais encore une fois qui pose là deux problèmes. Le premier, qui est quasiment identique à ce que je viens de décrire ici, c'est toujours celui de savoir par qui et par quoi sont gérées et comment sont organisées ces ressources. C'est un peu le même problème qu'avec la technique, en fait. Vous voyez, c'est comme de poser la question de savoir si un outil technique comme l'intelligence artificielle est ou non dangereux. En fait, poser la question de savoir si l'intelligence artificielle est ou non dangereux, c'est comme de dire est-ce qu'un couteau est ou non dangereux. Le couteau, il peut sauver une vie, il peut découper un bout de viande, il peut découper des légumes pour ceux qui n'en mangent plus, et puis il peut tuer quelqu'un. On juge jamais le couteau. L'intelligence artificielle, c'est pareil. La vraie question, c'est est-ce que elle va être mise au service justement d'une exploitation des ressources importante et surtout d'une exploitation humaine conséquente, ce qui va de pair, et donc au service notamment d'Elon Musk, de Jeff Bezos et d'autres, s'en servir comme un outil d'exploitation massif, ou est-ce qu'au contraire l'intelligence artificielle peut redevenir un outil qui soit correspond à des décisions démocratiques communes et qui devienne justement un outil d'émancipation massif? Bon, bah là c'est la même question avec les ressources. Et enfin, le dernier point sur lequel j'aimerais insister, ça Marx en parle très bien dans Salaire, Prix, Profit, et dans quelques vidéos que j'ai pu faire sur l'écologisme, d'écologisme en tant que déviance. Dans Salaire, Prix, Profit, Marx très bien cette idée où il dit finalement, il répond justement à un personnage à Weston qui explique finalement à des ouvriers anglais en grève que, eh bien, au bout d'un moment, la soupière, et il prend l'exemple d'une soupière, d'accord, et il dit, au bout d'un moment, on va pas pouvoir vous donner plus de soupe puisque la soupière, eh bien, elle peut pas plus s'élargir. Et ça nécessite du coup de poser la question. En fait, Marx dit, encore faut-il que la soupière reste toujours la même et qu'on puisse pas l'étendre. En réalité, étendre cette soupière, ça veut dire quoi encore une fois? Et c'est là que je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure sur 46, nécessite effectivement de reconsidérer ce qu'on appelle valeur. Bon là, ça prendrait heureusement beaucoup de temps, mais ça veut dire de repenser effectivement, par exemple, quand on pense les questions en termes, c'est pas forcément ce que l'interlocuteur en question ici a pu faire, et c'est pour donner un exemple ici, quand on pense les questions en termes de décroissance ou de croissance, en réalité, on pense toujours les questions dans un terme
dans un paradigme qui est le paradigme capitaliste, c'est-à-dire toujours en fonction de la manière dont le capitalisme est géré. Donc, est-ce qu'on doit produire moins? Est-ce qu'on doit produire plus? Ça, c'est une fausse question. Il y a des choses qu'on produit beaucoup trop, il y a des choses qu'on ne produit pas assez. Il y a des gens qui accèdent à une consommation que, comme Kluskar appelait libidinale, ludique, marginale, c'est-à-dire, par exemple, avoir 3 yachts, avoir des bouteilles de champagne à plusieurs dizaines de milliers d'euros, etc. Et être dans une réelle consommation. Et puis il y a ceux qui finalement galèrent à finir les fins de mois, ce qui est la majorité d'entre nous aujourd'hui, et parfois même à le commencer, auxquels on ne peut pas dire du coup qu'ils qu'ils se vautrent dans la consommation. D'accord. Il faut bien distinguer à cet égard les biens les biens d'équipement qui sont les biens usuels qui correspondent par exemple au frigo. Hein, et Kluskar disait, on ne consomme pas un réfrigérateur, on consomme ce qu'il y a dedans. Pareil avec la voiture. Hein, la voiture qui peut effectivement poser un problème. Mais enfin, la majeure partie du temps, si les gens ont une voiture, c'est pour se rendre sur leur lieu de travail. Et donc, c'est du fait de l'organisation, encore une fois, du mode de production capitaliste. Donc, tout ça nécessite d'être pensé. C'est trop facile de demander à des gens qu'on a dégagés, par exemple, de Paris, parce qu'ils n'ont plus les moyens, parce que ce sont des prolétaires qui n'ont plus les moyens de vivre au plein cœur de Paris, de leur dire maintenant vous allez aller bosser en vélo. C'est un peu compliqué, encore une fois. Tout ça nécessite du coup de repenser l'organisation de la production. Et donc effectivement, le problème des ressources aujourd'hui n'est pas pensé parce que c'est pas le problème du capitalisme. C'est la raison pour laquelle un capitalisme vert, là aussi, tout comme le retour à un capitalisme papa est un non-sens, l'appel à un capitalisme vert est profondément contradictoire. Hein, d'accord. Et Marx disait bien, effectivement, le capitalisme sue le sang et la boue par tous les ports et il exploite les deux sources de richesse que sont l'homme et la nature, à bien des égards. Et donc, ici, c'est de repenser. En réalité, on pense sans cesse avec un paradigme capitaliste en tête, alors qu'en réalité, il faut déplacer cette question. La question, c'est pas produire plus ou produire moins, c'est pas croissance ou décroissance. Qu'appelle-t-on valeur en réalité? Et comment est-ce qu'on peut produire autrement? Est-ce qu'on peut avoir une augmentation des richesses sans que nécessairement, ou en tout cas, une augmentation de ce qu'on appelle production sans nécessairement avoir une augmentation de ce qu'on appelle richesse? Tout ça sont des questions qui sont nécessaires de se poser et qu'en tant que communiste, justement, on se pose depuis un bon moment. Merci beaucoup. Une question. Que pensez-vous du retour de ce que l'on pourrait appeler une gauche néo-montagnarde, représentée par des gens comme Natacha Polony ou Georges... Entre ceux que Marx appelle les socialistes bourgeois, c'est-à-dire ceux qui veulent, et ce que nous fait d'ailleurs aussi le PC, c'est-à-dire ceux qui prétendent sortir du capitalisme parfois ou pas toujours, mais qui voudraient une meilleure banque, une meilleure mutualisation, meilleure entreprise, etc., une meilleure gestion de l'argent, etc. En fait, ils veulent le capitalisme en mieux. Le problème, c'est que en fait, il y a une vision morale du capitalisme là. Et or, les travaux justement du matérialisme dialectique et historique et de Marx sont toujours de montrer qu'en fait, le problème du capitalisme n'est pas un problème moral. Il y a un problème moral qui peut se surajouter, d'accord? On peut être contre pour des raisons de valeurs personnelles, de valeurs humanistes, voire de valeurs religieuses, chrétiennes, etc., contre une certaine forme d'exploitation, etc., qui est la raison d'ailleurs pour laquelle la bourgeoisie s'est complètement émancipée du catholicisme à un moment donné. Hein. Et puis, on voit bien les liens avec je ne vais pas refaire les thèses de Weber sur le protestantisme, etc. Mais en fait, il y a toujours cette idée qu'on va pouvoir améliorer le capitalisme tout en restant dedans. Alors, en réalité, le capitalisme se développe, se déploie, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon exposé de ce soir aussi. C'est pour ça que ça me semble être un leurre, le fait de croire qu'on va pouvoir conjuguer une sorte d'économie mixte. C'est pas possible en fait. C'est pas possible non pas parce qu'on le veut pas, c'est pas possible parce qu'en fait ça ne correspond plus aux structures dans lesquelles le capitalisme peut se développer. À l'heure actuelle, soit le capitalisme connaît une expansion massive qu'il est en train de connaître d'ailleurs, à échelle cosmopolitique, et où il va détruire effectivement toutes les structures, qu'elles soient écologiques ou anthropologiques, ou alors il faut sortir du mode de production capitaliste, et cette sortie du mode de production capitaliste, bien qu'on le veuille ou non, elle a un nom, et c'est là qu'il faut revenir dessus, c'est le communisme. Donc, ce qui me pose problème un peu, disons, avec cette gauche, effectivement, qui revient sur des questions de valeurs, et on voit bien qu'en fait, un côté un peu qui est un peu plus familier, disons, à une certaine droite, hein, contre laquelle je n'ai absolument rien, qui est le réinvestissement de ces questions de valeurs, etc., qui va de pair avec ce capitalisme à papa, malheureusement, qui, à mon sens, est une impasse, et donc est bien sympathique, parce qu'en fait, on voit
une gauche qui serait un peu plus patriote, une gauche qui porterait un certain nombre de valeurs, mais sans avoir tous les travers de ces communistes mangeurs d'enfants. Bon, j'exagère un petit peu, mais vous voyez l'enjeu. Or, à mon avis, encore une fois, on est sur des combats, sur des combats d'arrière-garde en fait, qui est à bien des égards aussi, c'est la même chose avec comme je le disais tout à l'heure, avec la révolution citoyenne. C'est-à-dire, on a ici des gens qui sont sclérosés. Quelle est votre influence au PCF? Pourquoi n'êtes-vous pas au PRCF, vu votre discours qui est plus proche de celui du PRCF? Avez-vous des relais dans les syndicats à la CGT? Et quelles seraient des suggestions pour développer le Frexit dans le mouvement ouvrier? Bon, l'influence au PCF, voilà, on va pas se le cacher, hein, le PCF est toujours à l'heure actuelle, même s'il y a il y a une dynamique intéressante à la base du PCF à l'heure actuelle. Hem, parce que les lignes ont quand même un petit peu évolué ces 2 dernières années, même si, bon, voilà, Fabien Roussel n'est pas le parangon de ce qu'on pourrait espérer. Il y a quand même quelques mutations qui sont déjà pas mauvaises par rapport à ce que le PCF a pu connaître ces dernières années. Fois, et notamment sur les questions économiques qui englobent aussi les questions européennes, et Roussel a été porté là où il est, par toute la ligne économique interne du PCF, qui est la ligne Bocara. Mais dans les faits, voilà, c'est une ligne de taxation du capital, dont j'ai rappelé tout à l'heure pourquoi, à mon sens, elle ne tenait pas, qui accuse en fait tous l'héritage communiste 46, etc. Donc finalement, bon voilà, l'influence est minime, mais on a bon espoir qu'elle le devienne davantage, même si je vous cache pas qu'effectivement aussi, avec le discours que je peux tenir moi en priorité et que mes camarades tenons, bon, on n'est pas en train de de nous donner un strapontin pour être peut-être. Mais bon, voilà. En tout cas, il faut voir aussi dans le PCF, je termine parce que comme il y a beaucoup de questions, j'essaie quand même d'aller assez vite. Et il faut voir quand même qu'il reste une base militante très forte au PCF, hein. Il reste à l'heure actuelle encore 50 000 adhérents, des adhérents qui sont extrêmement actifs, et c'est aussi ça qui est d'intéressant, c'est-à-dire que des gens qui sont soucieux de se former, soucieux, et des personnes aussi qui parfois, bien qu'elles soient très âgées, sont très intéressées par ce que nous faisons, par ce que je peux faire, qui nous lisent, qui évoluent, et en ce sens-là, c'est très intéressant parce que ça indique quand même qu'on peut influer un peu toutes ces lignes-là. Mais bon, c'est important. La question du référendum, puisque Génération Frexit, nous, quelles que soient les opinions des militants de Génération Frexit, il y a des gens en effet plutôt gaullistes, il y a des gens plutôt proches du communisme, il y a des gens qui... Est-ce que vous pensez l'appel à un référendum, qui est donc quelque chose qui n'est pas partisan dans le sens des chapelles, mais de dire, ben voilà, le peuple français réclame qu'on lui rende la parole sur cette question, que 2005 ne soit pas nié, eh bien, est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie pour pouvoir essayer de mobiliser une grande partie de la population, et particulièrement le prolétariat, sur le fait de pouvoir récupérer notre souveraineté populaire? Beaucoup ici sont d'accord avec le principe du Frexit progressiste, hein, c'est certain que ça plaît à beaucoup, mais ça ne plaira pas obligatoirement à tous. Certains voudront un Frexit plus conservateur. Actionnaire. Un Frexit, bah, oui, pourquoi pas, au sens propre du mot, propre du mot, un Frexit réactionnaire. Un Frexit de dire, mais retournons aux années 60. Bon, et ce n'est pas obligatoirement une insulte que de dire que c'est réactionnaire. En les années 60, il y avait des choses qui n'étaient pas si mal aussi. Et le problème, c'est que c'est idéologique, c'est pas possible en fait. Alors, la possibilité ou non, d'autres vous diront que c'est le Frexit progressiste qui n'est pas possible. Là, personnellement, je préférerais un Frexit progressiste, au sens où vous l'entendez. Mais les forces sont dramatiquement faibles, d'un côté comme de l'autre, aussi bien pour le Frexit réactionnaire que pour le Frexit progressiste. Ne pourrait-on pas, le temps d'un instant, frapper ensemble pour ensuite eh bien, régler nos comptes après entre réactionnaires et progressistes, mais au moins se débarrasser de Bruxelles? Le problème, c'est que c'est les réactionnaires qui gagneront. C'est ça le truc. Ne pensez-vous pas que le risque que la gauche soit évincée littéralement du débat public en cas de Frexit de droite ne vous paraît pas plus grave que le risque de la compromission?
Si demain il y a un Frexit et que la gauche n'y a pas participé par peur justement d'être associée à la droite, eh bien que la droite la plus réactionnaire possible, elle, finisse par l'emporter parce que, au bout du compte, le peuple en aura vraiment marre des institutions européennes et de la misère qu'elles amènent, et iront vers je ne sais quelle abomination, mais qui réclamera le Frexit. Alors, de toute façon, j'aurais aimé terminer sur une note positive et en fait, si j'étais Jean-Luc Mélenchon ce soir, je pense que je vous dirais: «Effectivement, vous avez raison et je suis complètement con avec mes histoires et il est grand temps qu'on impose autre chose». Le problème, c'est qu'encore une fois, il faut tenir compte des réalités et je pense que vous avez pas forcément tort, simplement j'ai pas le pouvoir de changer quoi que ce soit à ça à l'heure actuelle. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas et j'aimerais pas me faire une nouille qui se fait plus gros que le bœuf. Du coup, le problème, c'est que de toute façon, à terme, j'en ai bien peur et je le regrette, mais effectivement, je pense qu'il se profile de toute façon, de manière générale, que ce soit en politique nationale ou vers le Frexit, quelque chose qui, davantage vers quelque chose de beaucoup plus réactionnaire et de beaucoup plus proche de la droite, ça c'est sûr et certain. Malheureusement, oui. Après, encore une ben, je suis d'accord, hein, j'ai en fait, moi, j'espère qu'une chose, c'est tout le travail qu'on mène encore une fois, et que j'essaie de mener depuis plusieurs années et y compris auprès de cadres du parti et à commencer par Roussel encore une fois. Ben, c'était la dernière fois que j'ai vu Roussel en tête à tête, c'était à Veralia à Cognac et on a échangé pendant plus de 2 heures en tête à tête le midi. Heu, Bah, c'est catastrophique en fait, voilà et il y a un moment où en fait, ben, c'est un constat d'impuissance quoi. Moi, en fait, je n'attends que ça. Et je pense qu'en fait, encore une fois, mes interventions, j'essaie de tenir compte de ce rapport de force. Si aujourd'hui, des gens comme Jean-Luc Mélenchon ou Roussel étaient capables d'être très clairs sur le positionnement, bah, je pense qu'on pourrait largement emboîter le pas à tout ça et ne pas avoir peur. Or, à l'heure actuelle, ils sont plus frileux que jamais et nous, bah, on fait ce qu'on peut avec nos petits bras et bon, ben, heureusement et en fait, ce dont j'ai peur justement, c'est que par contre, après, personne qui serait un peu à l'heure actuelle un peu plus à la marge comme on l'est, et acheter ou comme je le suis à titre individuel, eh bien, renforce l'idée par rapport à ce que je disais tout à l'heure, renforce l'idée qu'en fait le Frexit c'est forcément un truc de droite dans leur tête, quoi. Là on fait face à un problème sur lequel je sais pas quel appui j'ai autre que celui que j'essaie à l'heure actuelle de mettre en place, quoi. Si vous avez des solutions là-dessus, je suis preneur. Oh, malheureusement, non. C'est un cancer à gauche qui est absolument terrible, terrible. Et Usul est un relais total de cette idéologie de sophisme par association. Écoutez, en tout cas, je pense qu'en effet, il est bien tard et nous allons vous libérer. Merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Je pense que l'ensemble des participants ont été ravis de vous entendre. Il y a aussi beaucoup de références qui ont été données aussi bien de livres que de sites sur Salon Vocal Textuel. Merci encore. Si nous nous retrouverons sans doute dans des combats communs d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce aussi que sur Twitter. Voilà, les tout petits combats du quotidien. Et moi, franchement, j'ai été ravi d'avoir les éclaircissements de vos positions et de voir que le matérialisme dialectique était une pensée vivante, incarnée en plus par un jeune homme intelligent et cultivé.